Nous sommes dans un amphithéâtre d'un hôpital et nous avons tenu à faire cette réunion dans un hôpital puisque notre mission c'est de défendre la recherche médicale sur les maladies cardiovasculaires. Et donc je remercie la Fondation Alicar qui a mis à disposition son amphithéâtre. Alors je vais vous dire dans un instant comment va se dérouler le programme. Bien évidemment, vous êtes invité à poser des questions ou à intervenir quand vous le souhaitez pour obtenir des précisions ou faire un commentaire. Voilà comment le programme va se dérouler. On va d'abord avoir une première partie avec de courtes interventions pour vous dire qu'est-ce que la Fondation, d'où elle vient, quelles sont ses missions et pourquoi ces missions sont particulièrement importantes dans le contexte actuel. Ensuite, pour que vous puissiez voir les résultats concrets des fonds que nous distribuons, on va demander à 3 lauréats des appels d'offres que nous avons faits de venir présenter leurs résultats sur des sujets qui sont très importants du point de vue sociétal. Et enfin, et ça nous a paru très important, Madame Laforie, qui est membre du conseil d'administration, animera la partie des interventions de patients qui ont voulu nous accompagner ou de familles de patients qui expliqueront pourquoi ils veulent cheminer avec nous. Alors, la Fondation Cœur et Recherche, elle est née il y a 12 ans et je laisserai le professeur Leclerc qui va me succéder dire pourquoi notre société savante, la Société française de cardiologie, a souhaité avoir une structure dédiée au soutien de la recherche médicale sur les maladies cardiovasculaires. Et au cours de ces 12 années, nous avons distribué près de 4 millions d'euros en subventions de recherche. Ce sont des subventions annuelles d'un montant de 100 000 à 150 000 euros. On a même fait un projet plus ambitieux de 300 000 euros. Et nous avons comme ambition de drainer beaucoup plus d'argent pour des projets plus importants. Peut-être qu'on pourra en discuter dans la partie discussion, de l'ordre d'1 million d'euros. Donc nous avons bien sûr besoin de la générosité des donateurs afin de pouvoir conduire notre mission. Et cette mission, bien évidemment, vous êtes en droit de demander comment l'argent a été utilisé et s'il a été utilisé de la bonne façon. Et nous avons la chance d'avoir un conseil scientifique qui est actuellement présidé par le professeur Isnard, qui travaille dans cet institut de cardiologie, qui est constitué, je pense, de certains des meilleurs experts nationaux dans toutes les sous-disciplines de la cardiologie. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas besoin d'être plus long puisqu'on va rentrer plus dans le détail. Je voudrais remercier notre délégué général, je ne sais plus où est Elisabeth, pour avoir organisé avec Agnès et nos jeunes collaboratrices cette matinée qui, encore une fois, est une matinée d'échange. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir quand vous le souhaitez, si vous le souhaitez. Et comme je sais qu'il y a des donateurs dans la salle, je voudrais leur exprimer ma gratitude. Donc sans plus tarder, je vais inviter le professeur Christophe Leclerc, qui est président de la Société française de cardiologie, notre fondateur, qui va vous dire en quelques mots pourquoi notre société savante a souhaité créer une fondation dédiée à la recherche. Christophe. Merci Monsieur Komajda. Mesdames, Messieurs, tout d'abord je voulais vous remercier au nom de la Société française de cardiologie d'être là ce matin. Et je vais vous présenter en quelques mots le rationnel de la création de la Fondation. Donc la Société française de cardiologie est la société savante qui regroupe toutes les composantes de la cardiologie moderne. Nous avons 4 filiales, 11 groupes et 3 cercles qui permettent ainsi de couvrir toutes les surspécialités de la cardiologie. Nous sommes plus de 6500 membres, cardiologues, paramédicaux, chercheurs, mais aussi les cardiologues en formation et des médecins d'autres spécialités, comme par exemple des néphrologues. Les missions de la Société française de cardiologie sont de réduire la mortalité cardiovasculaire et d'améliorer la qualité de vie des patients. Parmi les différents objectifs de la Société française de cardiologie, comme la formation de très haute qualité des cardiologues et des paramédicaux, mais aussi l'édition de guides de bonne pratique, la recherche occupe une place essentielle de nos activités, avec aujourd'hui la promotion de 16 essais cliniques. C'est pas grave, si M. Chinard est très bien. Et la tenue de 17 registres.
La production scientifique cardiologique française est de très bonne qualité, mais force est de reconnaître qu'il est difficile aujourd'hui de maintenir cette expertise du fait de difficultés majeures de financement de projets de recherche indépendants. Nous devons assurer la réalisation de projets de recherche avec un impact majeur sur la prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies cardiovasculaires. Savez-vous que toutes les 7 minutes, un patient décède d'insuffisance cardiaque et que nous avons à déplorer plus de 50 000 morts subites par an en France? Et donc ce n'est que par des projets de recherche d'envergure que nous gagnerons ce combat contre la mortalité cardiovasculaire et la détérioration de la qualité de vie des patients. Ainsi, comme vous l'a dit M. Komajda, la Société française de cardiologie a créé en 2010 la Fondation Cœur et Recherche, qui est le bras armé de la Société française de cardiologie en matière de recherche. La Société française de cardiologie regroupe les meilleurs experts nationaux en recherche fondamentale et clinique, qui sont les mieux placés pour identifier ce qu'en anglais on appelle les gaps in evidence, et en français les trous dans la raquette, dans le domaine de la recherche cardiovasculaire. Nous avons ainsi les moyens de tisser des réseaux performants de recherche sur le plan national, mais aussi sur le plan international. La Fondation Cœur et Recherche est l'acteur efficace pour réaliser des projets de recherche innovants avec un impact populationnel. Et pour cela, il nous faut des moyens financiers. Et là aussi, force est de constater que l'investissement institutionnel en termes de recherche est fait pour les pathologies cardiovasculaires. Savez-vous que le montant de l'investissement en recherche en cancérologie représente 12% des coûts des cancers? Savez-vous quel est ce rapport pour la cardiologie? C'est 0,07%. La Fondation Cœur et Recherche est donc pour nous cardiologues et patients une formidable opportunité d'améliorer la prise en charge des pathologies cardiovasculaires, mais aussi de dépister celle-ci au plus tôt, voire de la prédire. Nous comptons vraiment sur vous. Je vous remercie pour votre attention. Alors je disais dans ma courte introduction que nous avons un devoir de transparence, et la transparence pour nous c'est la rigueur scientifique, et donc nous avons la chance d'avoir un conseil scientifique qui est souverain pour classer par ordre de mérite les projets qui lui sont soumis, et donc le professeur Richard Isnard qui préside ce conseil va vous dire en quelques mots comment ce conseil travaille pour que vous soyez assurés, si vous avez besoin d'être rassurés, du fait que nous travaillons dans une parfaite transparence et avec rigueur. Richard. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Alors effectivement, le conseil scientifique est composé de 12 personnes qui sont nommées pour 3 ans et c'est renouvelable une fois. Alors, c'est essentiellement des médecins, universitaires ou non, ou des chercheurs qui sont tous à la pointe dans leur domaine d'expertise. Et le choix des différents membres de ce conseil scientifique est basé bien sûr sur leur thématique d'expertise. Et puis également, on fait un petit peu attention à ce qu'il y ait des membres de province et de Paris, et puis un certain respect également de la parité, auquel on fait attention, et je dois dire qu'on n'est pas encore tout à fait à la parité, mais on s'en approche. Alors, on a également dans ce conseil scientifique, en général, un spécialiste de méthodologie, parce que je crois que c'est important aujourd'hui de juger les projets également sur leur rigueur méthodologique et avec les standards actuels qu'on attend d'un projet de recherche. Et puis également, on essaye de l'ouvrir à un expert international pour avoir également une vision un petit peu internationale des projets. Donc il y a toujours un collègue étranger au sein de ce conseil scientifique. Alors, on reçoit les appels d'offres qui ont lieu en général avant l'été. La date limite de projet, ça va être très bientôt, la mi-octobre. En général, on recule, on donne souvent quelques jours supplémentaires. Et chaque expert, on a en général entre 20 et 30 projets, et donc chaque projet sera revu par 2 ou 3 experts. Alors il y a une grille de lecture qui est assez rigoureuse, les projets sont évalués selon leur pertinence et leur originalité. Bien sûr, il faut que la question posée soit intéressante et un vrai intérêt, que ça soit un trou dans la raquette,
comme l'a dit Christophe. Et le deuxième critère de jugement, c'est bien sûr la qualité scientifique. Est-ce que la méthodologie va permettre vraiment de répondre à la question? Est-ce qu'on aura tous les arguments pour vraiment répondre à la question posée? Et puis ensuite, on juge également, bien sûr, la qualité de l'équipe ou du porteur de projet qui a déposé le projet. Est-ce que son background permet de penser qu'il va pouvoir réaliser cette étude et que cette étude sera faisable dans les délais? Et les deux derniers points auxquels on attache une attention, c'est le caractère translationnel, c'est-à-dire le lien éventuellement entre de la recherche clinique sur le patient et de la recherche plus fondamentale dans un projet qui est apprécié. Et puis d'autre part, le caractère multicentré qui est également un élément qui est apprécié quand le projet dépasse un peu le cadre d'un seul centre. Alors, ça fait 12 ans que la Fondation est née. Et depuis 12 ans, il y a eu bien sûr beaucoup de projets qui ont été financés. Les thématiques ont eu pour fil conducteur cœur et société, c'est-à-dire on a mis l'accent sur des relations entre les pathologies cardiaques et des thématiques telles que la nutrition, des thématiques telles que l'addiction, vous en aurez un exemple tout à l'heure, l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire également, les objets connectés, j'en oublie sans doute. Plus récemment, on s'est intéressé à la mort subite, et vous savez que la mort subite a un impact également assez fort, à la fois médiatique et sociétal, surtout lorsque ça touche des jeunes. Et puis l'insuffisance cardiaque a été citée également par Christophe. L'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie qui est assez méconnue finalement, qui est une affection malheureusement extrêmement fréquente. Cette affection fait d'ailleurs l'objet actuellement d'une campagne de l'assurance maladie que vous avez peut-être déjà vue ou que vous verrez sans doute, qui est à destination du grand public et également des médecins. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ce conseil scientifique. Encore une fois, le conseil scientifique a un rôle majeur puisqu'il est le garant finalement de la qualité des scientifiques, des projets qui vont être retenus. Et bien sûr, je remercie tous les membres du conseil scientifique de l'apport inestimable qu'ils apportent dans leur expertise. Et certains sont présents ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va aborder brièvement un point très important qui est l'évolution du profil des patients qui sont atteints de maladies cardiaques. Quand j'ai commencé mes études de médecine, il y a un peu plus de 50 ans, les patients qui étaient dans les services de cardiologie n'avaient rien à voir avec ceux que nous traitons à l'heure actuelle. Et donc, pour vous dresser le panorama 2022 des pathologies cardiaques, nous avons invité un de nos membres du conseil d'administration, qui est le professeur Martine Gillard, qui est cardiologue au CHU de Brest, de nous en dire quelques mots. Martine. Merci Michel, merci à vous d'être venu si tôt ce matin. Alors en effet, la maladie cardiovasculaire, comme je pense que vous le savez, constitue la première cause de mortalité au niveau international, dans les pays industrialisés. Et en France, c'est la deuxième cause, mais après le cancer, mais c'est à un point différent. Donc c'est vraiment une maladie très très importante. Et on sait qu'on a fait beaucoup de progrès, notamment dans ce qui concerne les lésions coronaires, puisque la France est beaucoup impliquée, notamment dans les traitements, dans les prothèses. On a fait des progrès aussi dans le traitement des atteintes des valves. Et la France, là encore, est en pointe, puisqu'on a créé, grâce à l'équipe du professeur Cridier, dont on fête actuellement les 20 ans de cette innovation, on a créé la possibilité de traiter les valves sans ouvrir, sans circulation extracorporelle, uniquement par voie percutanée. Donc il y a eu des progrès qui ont été réalisés. Et enfin, le dernier grand progrès, c'est l'arythmie. On est capable de l'enlever grâce notamment à l'équipe de Bordeaux, qui est la plus grande équipe experte dans le monde. Donc on voit qu'en France, on essaye de lutter contre cette maladie cardiovasculaire, on fait de la recherche, mais ça reste quand même insuffisant. Alors il y a ce que vient de vous dire Richard Esnard, on a des maladies qui continuent à exister et qui deviennent de plus en plus importantes, l'insuffisance cardiaque. Et puis, donc, je terminerai par quelques chiffres avant
Les chiffres sont importants. Je pense que c'est souvent ce qui est le plus marquant dans pour bien qu'on se situe. Eh bien, donc on a à peu près, par la maladie cardiovasculaire, tue 413 personnes par jour. Donc c'est pas anodin. On a 1 million de personnes qui souffrent de cette maladie de l'insuffisance cardiaque, dont la mortalité est très importante, parce qu'on a du mal à savoir comment la prendre réellement, et il nous faut bien sûr encore de la recherche à ce niveau. Chez les jeunes, entre 1 et 22 ans, on a, notamment chez les sportifs, on a l'arrêt cardiaque qui est à l'origine d'un décès sur 10. Et chez les sportifs, on déplore plus de 1000 cas par an d'arrêt cardiaque, dont 100 chez les moins de 35 ans. Alors on dit toujours que la maladie cardiovasculaire, c'est la maladie de la personne âgée, mais ça touche aussi les jeunes. Et donc ça, je pense que c'est important. Et on sait que quand on a un arrêt cardiaque, actuellement, la mortalité est de 95%. On arrive à sauver quelques arrêts cardiaques, mais c'est compliqué. Donc on sent qu'il y a encore beaucoup à rechercher, beaucoup à faire. Et ça c'est important. Alors je voudrais terminer donc, ma petite revue sur deux points importants. D'abord la femme. La femme, la mortalité cardiovasculaire représente la première cause de mortalité. On a dit que de façon globale c'est le cancer en France, mais pour la femme c'est la première cause. Pourquoi? Il faut donc rechercher. Et on sait que la femme, malheureusement, dans les études, elle est souvent non incluse. C'est très compliqué, on est obligé de vérifier qu'elle est bien ménopausée, qu'elle n'est pas enceinte, et donc du coup, souvent les investigateurs n'incluent pas des femmes parce que c'est trop compliqué. Du coup, les femmes sont sous-étudiées et on a besoin de savoir, de comprendre pourquoi la femme a une augmentation de l'incidence de la maladie cardiovasculaire, et ça chez la femme non ménopausée. Je ne parle pas de la femme âgée, je parle de la femme jeune. Et le deuxième point, à mon avis, qui est important, c'est que si le cœur ne fonctionne pas, toutes les autres thérapeutiques qui vont être utilisées pour les autres organes ne seront pas utilisées à leur plénitude, puisque le cœur constituera un frein dans leur utilisation. Dans le cancer, si on a une insuffisance cardiaque, si on a un problème cardiaque, on aura du mal à utiliser les derniers traitements. Donc vraiment le cœur reste au centre de tout, c'est le cas de le dire, et je pense qu'il est important qu'on continue cette recherche, elle est fondamentale pour nous. Voilà, merci beaucoup. Merci, chère Martine. Alors, je disais tout à l'heure que nous avions besoin de votre aide, et je pense que le docteur Ted Guy, qui est un très grand chercheur de réputation internationale, qui est vice-président du conseil d'administration, va nous donner quelques exemples et des chiffres chocs pour vous dire, ce qui a déjà été abordé par M. Leclerc tout à l'heure, que la recherche médicale sur les maladies cardiovasculaires a un déficit de financement, alors qu'un certain nombre des grandes innovations qui ont permis de changer la prise en charge des patients cardiaques viennent de notre pays. Donc Alain, c'est à toi. Merci Michel. Écoute, en effet, comme vous vient de vous dire le professeur Gillard, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité en France, la première cause de mortalité dans le monde, c'est la première cause de mortalité en Europe, et ce depuis des années, et dans les années à venir, les projections donnent exactement le même pronostic. Et néanmoins, c'est aussi le premier poste de dépenses de l'assurance maladie. En France, c'est pratiquement 30 à 35%. Comme vous l'a dit le professeur Gillard, la recherche cardiovasculaire en France se situe à un très bon niveau au niveau international, à un très très bon niveau. Et néanmoins, quand on regarde un petit peu le tableau et qu'on fait un bilan des financements qui sont attribués à la recherche cardiovasculaire, on se rend compte, malheureusement, on doit faire le constat qu'il y a un réel déficit. Pourquoi ce déficit? Alors je vais vous donner quelques chiffres. La recherche en France, la recherche cardiovasculaire reçoit à peu près 1 euro par habitant et par an. Si on le compare aux autres pays d'Europe, par exemple, c'est la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Suède, les Pays-Bas, c'est entre 4 et 8 euros. Vous voyez un petit peu le différentiel. Si on regarde également les moyens qui sont attribués à la recherche, ils proviennent de deux sources. Financement institutionnel, c'est essentiellement l'INSERM, le CNRS et les hôpitaux pour la recherche clinique, c'est 70 millions d'euros par an.
Mais quand on compare ces sommes attribuées à la recherche cardiovasculaire et qu'on les compare à ce qui est attribué par exemple au cancer ou aux maladies neurodégénératives, on se rend compte qu'il y a quasiment un différentiel de 2 à 3. Les maladies, la neuro par exemple, l'INSERM et la recherche institutionnelle accordent quasiment 2 à 3 fois plus de moyens à la recherche en neuro et en cancéro. Quand on regarde ce qui est pareil au niveau des financements caritatifs, les fondations, les associations, la recherche cardiovasculaire, globalement, récupère 3 à 4 millions d'euros par an. Il se trouve que ces 3 à 4 millions, encore une fois, si on le compare à la recherche, les moyens qui sont affectés caritatifs, c'est 7% par exemple pour la FRN, qui est le plus gros pourvoyeur de financement caritatif. C'est 7%. À nouveau, les maladies, le cancer ou les maladies neurodégénératives ou les maladies infectieuses, c'est quasiment 25 à 30% des moyens. Donc vous voyez un petit peu ce différentiel qui est très important. Et dernier point, c'est effectivement l'absence dans notre pays d'une fondation qui aurait effectivement une capacité à lever des fonds, comme ça peut exister aux États-Unis, avec ce qu'on appelle l'American Heart Association, qui lève des moyens et gigantesques, mais sans aller aux États-Unis, sans passer l'Atlantique. Simplement en Europe, en Angleterre, la BHF, la British Heart Foundation, lève 100 millions d'euros par an. Et la fondation hollandaise pour le cœur, donc en Hollande, beaucoup plus petit pays, il lève 11 millions d'euros par an pour caritatif, hein, alors que je vous ai dit, nous, à peu près, on peut compter sur 3 millions d'euros du soutien caritatif. Donc on voit en conclusion une production scientifique de très haut niveau en France, mais comparé aux autres pays européens, un réel déficit. Alors pourquoi? Parce que, encore une fois, la recherche cardiovasculaire, très souvent, ou en tout cas les maladies cardiovasculaires, sont considérées comme finalement, quand on compare aux maladies neurodégénératives ou au cancer, du point de vue de l'émotion, du point de vue de la compassion, oui, c'est vrai, il y a un vrai décalage. Et puis également cette absence, à travers, qui est historique, hein, d'incapacité à avoir en France une fondation caritative qui lève des moyens à la hauteur des enjeux que représente la recherche cardiovasculaire. Donc voilà, la Fondation Cœur et Recherche met tout ce qu'elle peut et investit à la hauteur de ses moyens, mais il faut continuer à donner, et en tout cas, cette journée est là pour vous montrer en quoi c'est important et surtout pour vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais ajouter que nous avons la chance d'avoir un comité de soutien constitué d'un certain nombre de personnalités. Je sais que M. Pépi est avec nous, il est présidé par Mme Corazza et qui nous aide à essayer de trouver des philanthropes pour nous aider, mais comme vous le savez, les circonstances sont difficiles après le Covid, avec un contexte géopolitique qui est quand même problématique, et donc nous avons vraiment besoin de votre aide. Alors, avant de passer à 3 brefs exposés de résultats de travaux, je voulais savoir si vous aviez des questions sur la partie, disons, organisation de la fondation, notre fondateur, le conseil scientifique, le profil des maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que les Français en général aiment bien être dans leur petite chapelle, si vous voyez. Et il y a quand même une espèce d'inaptitude nationale à agir de façon concertée. Et la recherche cardiologique est un exemple typique de cela. Vous avez une parcellisation des fondations. Il y avait eu des essais de nous regrouper. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu pour un certain nombre de raisons. Mais il est certain que ça nous pénalise en termes de visibilité vis-à-vis du public, par rapport notamment au cancer. En France, vous avez 2 grandes fondations, et c'est sûr que ça leur donne une force et une visibilité qui n'existe pas actuellement dans le monde cardiovasculaire. Et donc, peut-être que dans les prochaines années, si les gens sont raisonnables, peut-être envisageront-ils de se mettre autour d'une table pour essayer de se réunir. Quoi qu'il en soit, je crois que notre fondation a une légitimité, c'est qu'elle est issue de la communauté nationale des cardiologues, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Leclerc, et donc nous pensons que nous avons vocation, si un jour
il y a un regroupement à être les fédérateurs et les vecteurs de ce regroupement. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame? Concernant les problèmes cardiaques chez les femmes jeunes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, enfin qui est récent, et que vous avez constaté avec vos recherches, vos études, ou ça a toujours existé? Ou est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que ça a toujours existé? Je vais laisser le professeur Gillard vous répondre. Merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est une constatation, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, notamment dans le cadre de la maladie coronaire, plus de femmes jeunes sont hospitalisées pour infarctus qu'avant. Alors, est-ce qu'avant on les détectait moins? C'est une possibilité, n'empêche que c'est un fait, il y en a plus. Et on se demande pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce qu'on peut justement éviter cette augmentation par l'intensification du traitement des facteurs de risque de la femme jeune? On sent qu'il y a plus d'obésité, qu'elle fume plus. Est-ce qu'il y a un élément hormonal? Donc il y a énormément de questions et je pense qu'il est fondamental d'y répondre parce que là encore, ce ne sont pas des personnes âgées dont on parle, ce sont des femmes jeunes. Et cette augmentation, elle est importante. Et il faut donc pouvoir comprendre pourquoi et surtout pour pouvoir la prévenir. Il y a un retard au diagnostic chez la femme par rapport à l'homme, notamment quand vous avez une suspicion d'infarctus du myocarde. Eh bien, toutes les études sont concordantes pour montrer que le délai entre les symptômes ressentis par la patiente et le diagnostic confirmé est beaucoup plus long que chez les hommes, parce qu'on dit oh ben, c'est de la nervosité, etc. Et c'est vrai pour d'autres pathologies que les pathologies coronariennes. D'autres questions? Et alors s'il n'y en a pas, on va aborder cette fois-ci 3 exemples de travaux de recherche qui ont été financés grâce à notre fondation. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, le conseil scientifique et le conseil d'administration sont très sensibles à des travaux qui ont un impact sociétal. Et donc le premier travail va vous être présenté par le professeur Marianne Zeller, qui est à Dijon, et qui a fait une étude très intéressante sur le lien entre pollution et maladie cardiaque. Alors je vais commencer par remercier très vivement la Fondation qui nous a soutenus pour le travail que je vais présenter. Cette aide, ça a été souligné, est essentielle pour les chercheurs. Je crois que le contexte a bien été donné et la priorité, c'est vraiment de soutenir et d'aider les chercheurs qui sont en difficulté. Je crois que ça a été bien montré. Grâce à la Fondation, nous avons pu mener ce travail qui a été soutenu en 2017 dans le cadre de l'étude qui s'appelle l'étude Envie-Émail et qui avait comme objectif de mieux comprendre les liens entre les facteurs environnementaux et le risque cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires et en particulier l'infarctus du myocarde. L'environnement, vaste question, vaste problème, très actuel. L'organisme humain, nous tous, nous sommes, et notre cœur aussi, et nos vaisseaux aussi, soumis aux influences de notre environnement, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, l'environnement, il y a des changements majeurs, comme vous le savez, en particulier, notre cœur est soumis à l'influence de facteurs comme la pollution lumineuse, c'est les éclairages de la nuit par exemple, ce sont les épisodes avec le réchauffement climatique, c'est les épisodes des séquences de température extrême par exemple cet été, c'est aussi un nouvel environnement de l'air que nous respirons, par exemple avec les feux de forêt plus fréquents. C'est aussi bien sûr la pollution dans nos maisons, dans nos domiciles, et c'est également bien sûr la pollution atmosphérique, la pollution de l'air extérieur, et puis plus globalement la vie urbaine dans sa globalité, avec la présence également d'éléments apaisants, temporisants, par exemple les espaces verts, les espaces bleus. Les espaces bleus, c'est les cours d'eau, les lacs, le canal, comme c'est le cas à Dijon. L'étude que je vais vous présenter s'intéresse à cette problématique et je vais donc vous présenter les résultats concernant nos travaux sur le bruit en tant que stresseur environnemental et les liens qu'on a pu constater avec la santé de notre cœur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bruit?
eh bien c'est un son qui nous dérange, qui nous agace, qui nous gêne, qui crée de l'inconfort. Et en ce sens, on connaît depuis bien longtemps l'impact de quelque chose qui nous dérange, qui va stresser, qui va même provoquer éventuellement de l'anxiété, allant jusqu'à la dépression, des troubles du sommeil bien sûr. Et puis, ça a été montré plus récemment, des troubles de l'apprentissage, par exemple chez les enfants. Par contre, pour ce qui est des liens avec le cœur, avec le fonctionnement du système cardiovasculaire, c'est des données plus récentes qui suggèrent un impact. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé, dans le cadre de cette étude, au lien entre le bruit à notre domicile, au niveau de notre lieu de résidence, et le risque cardiovasculaire chez des sujets à haut risque, et des sujets coronariens qui ont fait un infarctus. Et on a étudié ça à Dijon, puisque c'est le lieu de notre travail. Alors, comment on fait pour étudier le bruit? On prend des cartes. Vous avez ici, par exemple, pour ceux qui connaissent, une carte de Dijon. Et on a utilisé notre base de données. À Dijon, depuis 20 ans, on a un outil de veille épidémiologique assez unique en France, qui nous permet de lancer des alertes, de donner des états des lieux. C'est vraiment de la veille, de la surveillance, et c'est des infarctus. Là, on a pris une base de population d'un petit peu moins de 900 patients qui ont fait un infarctus à Dijon, sur 15 communes de l'unité urbaine de Dijon. Et puis, on a calculé pour chaque patient un score de risque qui permet d'affecter un risque de récidive sur le long terme, sur les 10 ans, même plus, au-delà de cet épisode d'infarctus. Et puis, on classe les patients en catégorie de risque du plus faible au plus élevé. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur des cartes de Dijon. La métropole de Dijon nous a aidés à travailler, elle nous a fourni, vous voyez en bas, c'est une carte avec les niveaux de bruit, les niveaux d'intensité sonore. C'est l'énergie sonore qui est captée. Et c'est une directive européenne qui impose aux villes d'avoir ce type de mesures. Et vous voyez par exemple, en rouge et en jaune, c'est les intensités sonores les plus importantes. Et on voit que ça correspond très précisément, bien sûr, à la circulation automobile. Et puis ensuite, on a en collaboration travaillé avec des écotoxicologues. On est allé chercher des compétences. La recherche, c'est aussi un travail en collaboration. Ces compétences, on l'a trouvées à Besançon, c'est pas très loin. Et ils nous ont aidés à analyser avec un logiciel qui permet de modéliser l'intensité de bruit au niveau de notre domicile. C'est une pixelisation extrêmement précise et capable de calculer en façade du domicile de chaque sujet le niveau d'intensité sonore. Et ensuite, on a analysé tout ça. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors d'abord, vous avez ici le graphique qui montre la répartition du risque des patients. On voit chez des patients à très haut risque et des patients un petit peu moins à risque. Et puis, on a mis en relation les intensités sonores au lieu du domicile et puis ces niveaux de risque cardiovasculaire. Donc, le constat que vous avez sur le schéma, qui est peut-être un petit peu difficile à appréhender. En noir, vous avez tous les patients, les 879 patients, en bleu les hommes et en rose les femmes. Et on a retrouvé un lien, puisque vous avez un niveau de bruit moyen à Dijon qui n'est pas très élevé. Dijon, ce n'est pas une ville qui n'est ni très polluée, ni très bruyante. C'est un niveau, on va dire, par rapport aux autres villes françaises, moyen modéré. Et surtout, vous voyez qu'il y a une relation entre le niveau sonore au domicile et le niveau de risque. C'est-à-dire, progressivement, plus le niveau sonore augmente, plus le risque cardiovasculaire chez ces sujets qu'on a étudiés est augmenté. Ceci existe chez les hommes comme chez les femmes. Alors bien sûr, dans ce type d'analyse, c'est des méthodologies statistiques, il faut ajuster, il faut tenir compte de l'environnement des patients, de leur niveau socio-économique, des facteurs de pollution, puisque le niveau de bruit, c'est aussi à la fois lié à la circulation, on a commencé à en parler, mais c'est aussi la même source de polluants, puisque ce sont les gaz d'échappement. Donc il faut ajuster. Et ces différentes analyses nous ont permis, là encore, de renforcer les liens que l'on trouvait. L'exposition au bruit est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. Et c'est principalement, parmi tous les bruits, les sources de bruit qu'on a observées, c'est principalement la circulation automobile, au-delà du bruit issu du train. À Dijon, il y a le train, bien sûr.
Et au-delà d'une rue bruyante, par exemple, c'est vraiment la circulation automobile qui est à l'origine et qui porte la responsabilité de ce lien que nous avons observé, et particulièrement pendant la nuit. C'est vraiment les résultats qui nous ont permis de mettre en évidence l'influence du bruit nocturne. Donc en conclusion, chez des sujets qui sont cardiaques, qui ont eu un accident cardiaque, l'exposition au bruit du trafic, de la circulation automobile à leur domicile, peut être en lien avec un risque de récidive au-delà de la phase aiguë. Ce risque est principalement porté par une exposition au bruit nocturne, et on a retrouvé aussi, en analysant d'autres études, il y a des gens qui travaillent notamment en Allemagne, des travaux assez similaires sur les bruits, et cette fois-ci les bruits liés aux riverains que perçoivent les riverains des aéroports. Donc l'importance, je voudrais insister sur l'importance de soutenir la recherche, en particulier la recherche qui place le cœur dans son environnement, les stresseurs environnementaux, je les ai cités tout à l'heure, parce qu'il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir, de comprendre ce qui se passe entre un bruit et puis l'activité du cœur. C'est pas si évident, il y a un certain nombre d'études expérimentales qui commencent à investiguer, et puis c'est un enjeu majeur bien sûr pour la prévention. Vous avez compris l'importance de cette prévention. Ce travail que je vous ai présenté est paru l'année dernière dans une revue qui appartient au groupe Nature. C'est un journal très prestigieux et qui nous permet d'avoir cette visibilité et de montrer les travaux et de mettre en avant aussi bien sûr la fondation et ses donateurs dans le cadre de cette présentation. Alors c'est une étude collaborative, je voudrais remercier. Alors elle a été portée par le professeur Yves Cotin, qui est cardiologue à Dijon, et puis on a collaboré avec nos collègues Bisonta qui ont cette expertise, cette compétence, et qui permet en additionnant ces compétences de montrer, d'avoir cette approche sur les facteurs environnementaux. Voilà, je voudrais remercier encore la Fondation pour son soutien, sans qui ces travaux n'auraient pas pu être conduits, et en soulignant l'importance des registres, l'importance de collecter ces données au quotidien. C'est un travail de fourmi, mais qui est essentiel pour pouvoir analyser ce type d'approche sur les évolutions des facteurs de risque, sur les évolutions de la prise en charge, et pour désigner les pistes de recherche d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Par quel mécanisme la pollution a un effet sur le cœur? Oui, c'est une bonne question. Parce que ça passe bien par quelque part. Donc, absolument, absolument. Alors c'est aussi une thématique qu'on est en train, on continue de travailler. La pollution, c'est donc la pollution de l'air extérieur, ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, et la pollution à l'intérieur de nos maisons, qui est peut-être probablement encore plus nocif que l'extérieur, mais il y a moins d'études. Donc je vais répondre sur la pollution de l'air extérieur. Je vais parler dans le micro peut-être. Voilà. Non, la pollution du bruit, ça va m'intéresser. Bon. Ah, la pollution sonore, d'accord. Alors, pour tout vous dire, on n'est pas forcément en capacité d'avoir un schéma très complet sur les mécanismes, parce que relier l'oreille au cœur, c'est pas si vite. L'idée, peut-être, certaines études en tout cas tendent à le montrer assez bien, c'est que lorsqu'on perçoit les sons, c'est de l'énergie sonore qui va donc stimuler les voies de l'audition dans notre oreille interne, qui sont elles-mêmes reliées au nerf auditif, qui va informer nos hémisphères cérébraux au niveau proche de l'oreille, et c'est pratique. Ensuite, ces voies nerveuses qui nous permettent d'entendre et de comprendre ce qu'on entend aussi, puisqu'il y a des aires associatives. Ensuite, elles vont distribuer ces voies nerveuses à l'intérieur de circuits qui probablement rejoignent les voies du stress. Vous savez, les voies du stress, c'est un ensemble assez complexe de fibres nerveuses qui nous permettent en particulier de réguler notre rythme cardiaque, la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Donc c'est par ce biais-là qu'on peut expliquer une partie des effets que nous observons. Et puis l'autre effet, bien sûr, c'est les troubles du sommeil, puisque un environnement bruyant pendant la nuit est associé, ça a été assez bien montré, à des phases de micro-réveil, pas forcément conscientes. Et ça, on sait, il y a pas mal de travaux actuellement sur les liens entre des troubles du sommeil et le risque cardiovasculaire qui perturberait nos rythmes biologiques.
Donc on n'a pas tous les mécanismes, mais on a des puzzles, et maintenant il faut les mettre un peu en cohérence pour bien comprendre l'enchaînement de ces circonstances. Une autre question? Non? Et pour la pollution, vous aviez commencé par la pollution. Oui, alors la pollution de l'air. Donc la pollution de l'air extérieur, l'idée c'est que quand nous respirons, 12-15 fois par minute à peu près, l'air inspiré contient certes de l'oxygène qui est nécessaire à nos cellules, mais aussi tout ce qu'il y a dans l'air, et en particulier des gaz oxydants, des oxydes d'azote par exemple, oxyde de soufre, il y en a un peu moins maintenant, donc ça c'est bien. Et puis aussi des petites particules, des nanoparticules, qui sont toutes petites et qui pénètrent, donc plus elles sont petites, plus elles pénètrent facilement dans l'arbre pulmonaire, dans l'arbre bronchique. Elles passent au travers de nos alvéoles pulmonaires pour se retrouver dans le sang et induire, alors induire quoi? Induire un certain nombre de processus qu'on connaît bien quand on s'intéresse à l'athérosclérose, en particulier une inflammation, ça va provoquer la libération de molécules qui vont avoir un impact négatif sur les vaisseaux, en particulier de notre cœur. Et donc, ça a aussi d'autres voies qui favorisent la formation des petits caillots qui bouchent l'artère du cœur lorsque c'est le siège d'un infarctus. Donc là, pour la pollution, c'est actuellement sur les petites particules qui portent la responsabilité principale. Ce n'est pas la seule responsabilité, mais c'est ces particules fines qui sont incriminées dans les effets négatifs de la pollution atmosphérique. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. On est ravis d'être là avec vous pour présenter à deux voix, un jeune et un peu plus âgé, je ne vous dis pas qui est le jeune, et qui est le plus âgé, cette étude Addicto-Easy qui a été financée en 2017 par la Fondation, et je tiens encore une fois, et on l'a fait déjà plusieurs fois, à remercier la Fondation pour ce financement et cette étude. Alors Addicto-Easy qui a pour but d'étudier l'impact des addictions sur le cœur. Alors les addictions, on connaît le tabac, enfin on connaît le tabac. On connaît un peu le tabac, on sait que ça a une toxicité cardiovasculaire. Tous les cardiologues savent qu'un patient de 50 ans qui fait un infarctus, c'est quasiment toujours un fumeur. Donc il y a vraiment un rôle extrêmement important du tabac. Mais quel est le mécanisme associé entre tabac et infarctus? C'est pas si clair que ça. C'est loin d'être clair. Il y a une relation entre l'alcool et les maladies cardiovasculaires, c'est bien établi. C'est bien établi tout en étant parfois un petit peu vague, un petit peu flou. On sait que une consommation excessive d'alcool va donner des cardiomyopathies, de l'insuffisance cardiaque, mais aussi on sait que, et ça c'est le French paradoxe qui a été décrit il y a déjà assez longtemps, qu'une consommation régulière peut-être de vin rouge, peut-être de vin de Bourgogne, Marianne, ou de Bordeaux, va protéger contre les événements cardiovasculaires de type infarctus. Ceci dit, là encore une fois, c'est pas si clair que ça. Qu'est-ce qui relie alcool et consommation de vin et les maladies cardiovasculaires. Et puis il y a aussi des addictions avec les drogues illicites, le cannabis, la cocaïne, le crack, l'héroïne. 5% des Français consomment, et on peut considérer qu'il y a plus de 100 000 décès par an liés à cette consommation de substances addictives, avec des complications cardiovasculaires importantes, alors qui sont pour certaines connues, pour d'autres, par exemple, comme le cannabis, mal connues, en sachant que c'est un vrai, on parlait des femmes tout à l'heure, voilà, on sait par exemple les femmes fument plus et consomment plus de substances addictives de type cannabis qu'il y a quelques années. Donc notre étude était focalisée là-dessus, sur ces substances addictives et leur rôle dans les pathologies cardiovasculaires. Alors, on a donc réalisé une étude qui a inclus 39 centres en France, à travers la France, y compris d'ailleurs la Réunion et les Antilles, qui ne sont pas si souvent que ça inclus dans les protocoles. Une étude observationnelle sur 3 semaines, en avril 2021, où tous les patients qui ont été hospitalisés en unité de soins intensifs dans ces 39 centres en France ont été screenés de façon extrêmement précise sur les substances addictives, avec des techniques qui n'ont jamais été utilisées jusqu'à maintenant. Alors, il y avait un interrogatoire, évidemment, par exemple, sur les substances addictives. Prenez-vous des substances addictives, mais, et ça n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant,
On a également testé de façon systématique la présence de substances addictives, cocaïne, crack, cannabis, dans les urines, avec évidemment l'accord des patients. Bien évidemment, ce protocole a été fait de façon, dans toute la réglementation, avec la réglementation. Et donc on avait la preuve, et ça n'avait jamais été fait avant, qu'il y avait ou pas une intoxication au cannabis ou à la cocaïne. Vous allez voir, Théo va vous présenter les résultats. On a bien évidemment interrogé les patients sur leur consommation tabagique, mais avec quelque chose également qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant, en mesurant leur taux de monoxyde de carbone. La fumée de cigarette, la cigarette produit du monoxyde de carbone car il s'agit d'une combustion passive, et comme toute combustion passive, comme un poêle mal réglé, comme un incendie, ça crée du monoxyde de carbone, et on sait que le monoxyde de carbone a une toxicité. On sait qu'une intoxication au monoxyde de carbone va provoquer de la souffrance cardiovasculaire, voire du décès. Donc on a dosé systématiquement le monoxyde de carbone à tous ces patients qui arrivaient en unité de soins intensifs, tout en corrélant ça avec leur consommation de tabac. Et puis on a fait un questionnaire extrêmement extensif sur la consommation d'alcool, le type d'alcool et l'ancienneté de la consommation d'alcool. Alors, je vais vous laisser Théo vous présenter la première partie des résultats concernant les drogues illicites. Donc en effet, un premier résultat important, c'est finalement quand on prend tous ces patients hospitalisés en soins intensifs pour un événement cardiaque aigu, infarctus, embolie pulmonaire, insuffisance cardiaque, quel est le pourcentage de ces patients qui ont une consommation de drogue illicite? On arrive sur un total, pour la totalité de la population, à 10,6%. Ce pas des patients qui ont consommé il y a une semaine, il y a un mois. Ce dosage urinaire relève une consommation toxique dans les 2 à 6 derniers jours au plus tard. Donc on est sur des patients qui viennent de consommer de la drogue illicite, 10,6%. Regardez ici à gauche qu'il y a quelques résultats vraiment importants liés à l'âge. Tout d'abord, tout à gauche, si on prend tous les patients de moins de 40 ans hospitalisés pour un problème cardiaque, un tiers de ces patients ont consommé drogue illicite, cannabis, cocaïne. On ne parle pas de tabac, on ne parle pas d'alcool. Cannabis, cocaïne, MDMA, amphétamine dans les 6 derniers jours. C'est une donnée intéressante, mais peut-être encore plus intéressant, allons à la droite du panneau de gauche. Les patients de plus de 60 ans. Et vous l'évoquiez, M. Comajda, la dimension sociétale de ce travail, on peut éventuellement parler des 68 arts, je pense qu'il y a une notion qui peut y être liée. On arrive à 8% des patients, plus de 8% des patients de plus de 60 ans hospitalisés en cardiologie, qui viennent de consommer des drogues illicites. Il y avait une grosse dominance de cannabis. Avant d'en parler du pronostic, c'est une réalité qui n'a pas d'âge, c'est une réalité qui n'a pas de sexe, qui touche toutes les classes socio-professionnelles. Ces drogues illicites, elles sont présentes et il faut qu'on comprenne pourquoi. À droite, vous voyez les différences hommes et femmes, et effectivement, il était décrit historiquement, et c'est ce qu'on retrouve ici, que la consommation de cannabis est plus importante chez les hommes que chez les femmes, mais effectivement, on voit qu'il y a une progression importante de la consommation chez les femmes, il est vrai. Une dernière chose, vous voyez, on revient au panneau de gauche, la notion de consommation multiple de drogue. Et on va y revenir sur le plan du pronostic. Un tiers, dans l'étude, un tiers des patients qui consommaient une drogue illicite, eh bien en fait, ils en consommaient au moins 2. Et ça, nos collègues addictologues utilisent souvent cette métaphore de un train en cache souvent un autre, et on va voir que c'est un enjeu pronostic absolument majeur. Alors justement, cette histoire du pronostic, je crois que la slide, elle a sauté, c'est pas très grave, on va se le faire comme ça. L'histoire du pronostic, elle est importante. Quand on vous parle de drogue illicite et de dire que la drogue illicite augmente le risque d'infarctus, dans notre esprit, on se dit « ah, rien de nouveau, on sait qu'il y a un risque ». Et vous avez raison, ça avait déjà été prouvé. La particularité de ce travail est complètement différente. Nous ne recherchons pas à montrer que la consommation de drogue illicite entraîne des événements cardiovasculaires. Pas du tout. L'objet de ce travail, et c'est la première étude qu'il fait dans le monde, c'est d'essayer de voir si, lorsque je fais un événement cardiovasculaire aigu, je viens de faire un infarctus, je viens de faire une embolie pulmonaire, je viens de faire une insuffisance cardiaque, est-ce que le fait d'avoir dans le sang la consommation de drogue illicite, on l'a authentifié avec le dosage urinaire, aggrave mon pronostic intra-hospitalier. Ça a sauté sur la slide, mais je peux vous donner les résultats comme ça à capella, c'est simple. On sait que chez les patients qui consommaient une drogue illicite, après ajustement sur les facteurs de confusion habituels, on augmente 5 fois le risque de sévérité intra-hospitalière qui était définie par la mort intra-hospitalière, l'arrêt cardiaque récupéré ou choc cardiogénique nécessitant assistance. Des choses extrêmement graves, 5 fois plus. Et si on s'intéresse aux patients qui avaient des drogues multiples, là on monte à 12 fois plus de risques. C'est la première étude qui le montre, et ça veut dire quelque chose de majeur, ça veut dire que dépister ces patients pour nous, en soins intensifs de cardiologie, c'est identifier les patients les plus à risque, non pas dans 1 an, 6 mois,
dans les heures, les jours qui viennent d'avoir une sévérité intra-hospitalière. Puis je vais laisser Patrick nous parler du CO. Je vais vous faire les résultats concernant le monoxyde de carbone et le tabac, et puis Théo terminera la présentation et vous expliquera pourquoi est-ce qu'on fait cette présentation à deux voix, parce qu'il y a comme une raison. Alors, monoxyde de carbone et tabac, on a déjà un petit peu esquissé. Le tabac est une combustion passive et génère du monoxyde de carbone, donc on connaît la toxicité du monoxyde de carbone. Et effectivement, on a montré que parmi les tabagiques, 20% avaient des taux très élevés de monoxyde de carbone en arrivant à unité de soins intensifs. 20% c'est beaucoup. Et c'est des taux qui sont des taux identiques à ce que l'on trouve dans les intoxications au monoxyde de carbone, par exemple dans des incendies ou chez des gens qui ont des chauffe-eau mal réglés. Puisque ce seuil qui est de 10, à partir duquel on considère qu'il y a une intoxication significative, et qu'on avait à peu près 20% des patients qui avaient des taux élevés, et on a trouvé comme taux liés aux événements, et je vous en parlais à l'instant, le taux de 13 parties par million de monoxyde de carbone. Alors c'est très facile, c'est un petit appareil dans lequel les patients soufflent, et en l'espace de 10 secondes, vous avez le taux de monoxyde de carbone qu'ils ont. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Oui, ça a un intérêt, parce que vous avez présenté sur la partie en haut à droite du schéma le taux de monoxyde de carbone en bas, et puis les événements cardiovasculaires, et vous voyez que plus les patients ont un taux de monoxyde de carbone élevé, et plus ils ont des événements cardiovasculaires graves, et ça va, c'est considérable, puisque ça va de 2% à des patients qui ont un taux de monoxyde de carbone bas ou assez faible, jusqu'à 33% d'événements graves, et c'est des événements de type décès, de type hospitalisation en réanimation avec une assistance, etc. 33% de ces patients qui ont un taux de monoxyde de carbone élevé. Alors ça laisse penser quoi? Ça laisse penser qu'un certain nombre de patients qui fument, lorsqu'ils viennent pour un infarctus, eh bien ils viennent avec un infarctus et une intoxication au monoxyde de carbone, et qu'il faudrait peut-être donc traiter cette intoxication au monoxyde de carbone. Ces résultats-là ont été présentés à la Société européenne de cardiologie et laissent penser qu'on pourrait proposer un traitement par oxygène, puisqu'il y a un traitement à cette intoxication au monoxyde de carbone, qui est l'oxygène à très haut débit, et on va donc démarrer une étude dans ce sens-là. Je vais donc laisser Théo terminer. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche finalement? Parce qu'on a parlé du soutien, mais pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche? Pour faire avancer les choses, pour la prise en charge de nos patients. Mais comment le faire? Le professeur Zeller a insisté sur un point qui est majeur, c'est la communication de nos résultats au sein de la communauté scientifique. Et ça, c'est un monde un peu particulier qui correspond aux publications scientifiques. Et donc dans ce sens, on a proposé deux premiers travaux. Un premier travail sur l'impact et la prévalence des drogues illicites, comme j'en ai parlé. Un deuxième travail, c'est ce que vous avez évoqué, Patrick, sur la consommation de tabac et le CO. Et ces deux travaux sont actuellement en cours d'évaluation dans deux grandes revues. Et notre objectif, c'est de pouvoir communiquer le plus possible sur ces résultats. Mais en pratique, sans même parler de la publication de ces résultats, ça nous interpelle sur plusieurs enjeux pour nos patients aujourd'hui. La recherche systématique de la consommation de ces drogues. On vient de voir qu'il y avait un enjeu pronostic qui était majeur pour ces patients, et donc que de le savoir, c'est important. Un résultat qu'on n'a pas encore mentionné, mais et qui, je pense, peut vous faire question. Patrick vous a bien précisé que vous posez la question à ces patients de savoir est-ce que vous avez consommé des drogues illicites. Et puis on a systématiquement réalisé le test urinaire. Il faut savoir que parmi les patients qui étaient positifs au test urinaire, seulement 56% des patients avaient répondu « oui, je consomme une drogue illicite ». La sous-déclaration, elle est majeure. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que 100% de ces patients avaient donné leur consentement à ce qu'on recherche chez eux un dosage de drogue urinaire, de drogue dans les urines. Ça montre quelque chose qui est décrit par les addictologues, une ambivalence psychologique, c'est qu'on a du mal à le verbaliser, c'est sociétal, mais on ne le cache pas vraiment aux médecins. Et je pense que ça peut être source de réflexion à ce niveau-là. Ça va améliorer nos prises en charge médicales. Et puis un autre point, sur la notion de facteur de risque. Il est bien dit dans nos recommandations qu'un patient qui fait un infarctus, par exemple, prenons cet exemple, on doit en tant que médecin traquer les facteurs de risque à cela. Le tabac, le stress, le fait d'être diabétique mal équilibré, et les traiter. Or, la consommation de drogue illicite, on le sait, est un puissant facteur de risque cardiovasculaire de refaire un infarctus, de mourir du cœur. Cependant, dans les recommandations européennes actuelles, il n'y a aucune, pas un peu, aucune mention de la place d'un dépistage des drogues illicites dans le syndrome coronaire aigu. Dans les recommandations américaines, uniquement un paragraphe sur la cocaïne. Je pense que si on ne recherche pas systématiquement la consommation de drogue illicite chez un patient qui vient de faire un infarctus,
on peut lui mettre les meilleurs médicaments du monde, il refera un infarctus. Et donc, il y a une vraie question face à ces résultats de la place du dépistage en pratique. Le projet qu'évoquait Patrick, on vient de déposer un PHRC, c'est une demande de projet national, étude randomisée, où on va évaluer chez les consommateurs de tabac et un taux de CO élevé supérieur à 13, comme l'a bien montré Patrick, si un traitement par oxygénothérapie à haut débit permet, versus rien, l'abstention thérapeutique, le terme exact, d'améliorer les patients. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que grâce au soutien de la Fondation Cœur et Recherche, grâce à cette étude, ça génère des hypothèses qui ensuite débouchent sur tout un tas d'autres études, tout un tas d'autres améliorations pour nos patients. Et puis enfin, on a beaucoup de projets. Il faut savoir que cette base de données qui est très riche, parce qu'on peut analyser par drogue, le tabac, l'alcool, on a actuellement 8 articles scientifiques qui sont en cours de préparation et de soumission. On en a d'autres en projet. Et donc, c'est à notre avis extrêmement important de montrer que ces projets de registre, vous l'avez bien redit, le professeur Zeller, peuvent nourrir énormément d'informations par la suite. Et puis enfin, cette étude avait une particularité exceptionnelle. À notre connaissance, c'est la première fois que cela a été fait de la sorte. Un binôme autour du compagnonnage. Cette étude a été menée par 2 groupes. Le Collège des cardiologues en formation, c'est le groupe jeune de la Société française de cardiologie. Professeur Leclerc, vous l'avez mentionné dans votre talk tout à l'heure. Et puis le groupe USIC, donc les experts, les seniors de la cardiologie et des soins intensifs. Sur chacun des 39 centres, il y avait un binôme, un junior à senior, donc à la Riboisière, c'était Patrick et moi. Mais sur chacun des 39 centres, il y avait un binôme. Et petite photo, le professeur Gillard était la référente pour le centre de Brest, par exemple, et on peut en citer d'autres. C'était quoi la particularité de cela? C'était que en fait, cette étude a aussi été un compagnonnage pour les jeunes vers la recherche clinique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas forcément à la recherche clinique, qui s'interrogent au sens que cela peut avoir. Et bien clairement, cette étude était aussi l'objectif de pouvoir être dans la transmission, comme Patrick l'a été avec moi, comme Martine l'a été avec Amine, etc. Et c'est la première fois que ça a été fait, et je suis persuadé que ce n'est pas étranger au succès que ça a pu être pour cette étude. On tient vraiment, vraiment encore à remercier la Fondation Cœur et Recherche pour ce soutien, et puis on essaye encore et encore de valoriser tout ce travail. Merci beaucoup. La première chose qu'on nous a dit quand on a proposé le projet, c'est qu'on a dit que ces drogues sont illicites, donc vous n'aurez pas l'autorisation de mentionner ça dans un dossier médical, puisque ça ne doit pas exister, puisque c'est illicite. Le fait est que donc les autorités à laquelle on a soumis ce projet ont parfaitement accepté, ils ont compris l'intérêt de ce projet, mais voilà, il y a encore beaucoup de non-dits, beaucoup de ça ne devrait pas exister, puisque c'est illicite. Voilà, alors c'est pas illicite partout, on le sait, mais voilà, le fait est qu'en France, ça l'est. Et donc voilà, ça pose, j'aurais tendance à dire ce qu'a très bien dit Théo, quand on voit qu'on disait aux patients, on va vous dépister la drogue, est-ce que vous en prenez 57%, enfin non, 43% ont dit non, j'en prends pas, alors qu'ils savaient qu'on allait faire le dépistage. Donc il y a tout ce non-dit autour, et je crois que l'intérêt de cette étude, c'est effectivement d'avoir communiqué, non seulement d'avoir communiqué sur ce sujet-là, mais avec des preuves, parce que là, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une preuve de la présence ou pas, ce que aucune étude n'a fait auparavant. Justement, à ce propos-là, quelle a été la proportion de patients qui ont refusé de participer? Parce qu'il y a forcément un biais de ceux qui ont dit « bah oui, vous pouvez me prélever », même si... Alors pour le coup, c'est une excellente question. Sur les 1575 patients qui ont été screenés, 41 sur 1575 ont refusé de participer à l'étude. Et au total, on avait 161 patients qui ont été bien positifs au niveau de cette drogue illicite. Ça reste un taux extrêmement faible. Et encore une fois, ça peut paraître surprenant, mais je le répète, et Patrick l'a bien dit, c'est la première fois que de façon systématique et consécutive, sur ce qu'on appelle une étude multicentrique, c'est-à-dire plusieurs hôpitaux, on utilisait un dosage de la sorte. Toutes les données actuelles étaient uniquement déclaratives. Et qu'est-ce qui nous a permis de faire cela? C'est le soutien de la dotation recherche de la Fondation Cœur et Recherche. Il faut savoir que le test urinaire qu'on a utilisé, c'est le plus performant du marché, 15 € l'unité, et ça a été une négociation, enfin peu importe, et clairement, c'est aussi le soutien de la dotation Cœur et Recherche qui a permis d'élever notre travail à un niveau de robustesse scientifique à l'aide de ce dosage, et c'est la première fois que ça a été fait. On a eu la chance, avec Patrick Henry, tous les deux, de présenter cela au Congrès européen de cardiologie à Barcelone, et on a eu plusieurs retours, notamment d'Américains, qui trouvaient ça extrêmement intéressant. On ne va pas ouvrir le débat de la légalisation du cannabis,
Mais dans notre étude, en étudiant uniquement le cannabis, il y a un impact de mauvais pronostic qui est extrêmement net, extrêmement clair. Et les Américains étaient extrêmement intéressés par cela et ça n'avait pas été fait pour aussi ces contraintes éthiques, de rapport à la drogue illicite, etc. Et d'ailleurs, c'est des commentaires de reviewers de temps en temps. On sent que les gens ne sont pas prêts, n'ont pas les chakras ouverts pour parler de drogue, et pourtant, elle est omniprésente. Dernière question, Alain. Oui, bravo. C'est une remarquable étude. Bravo pour la qualité et ce que ça apporte comme connaissance. Juste un point, les 33% de jeunes qui ont pris quelque chose admis pour infarctus du myocarde, en population générale, on a une idée de ce que serait oui, c'est une excellente. Ça te dit le risque quand on est rentré, mais est-ce que tu peux aussi envisager c'est une excellente question. On a un registre européen qui est mis à jour chaque année, extrêmement bien fait, uniquement déclaratif, important de le resignaler. Et on est à 11,7% chez les 18-33 ans de consommation. Versus 33. Ouais. Après voilà, c'est difficile de comparer, c'est pas la même méthode entre la déclaration simplement et le dosage. Et encore une fois, même si je suis tout à fait d'accord avec votre suggestion de se dire, il y a un argument pour se dire que probablement c'est la drogue illicite qui l'a amené en soins intensifs, mais vraiment on insiste là-dessus, ce n'était pas le propos de cette étude, on était à l'étape d'après où il n'y avait rien, ça n'avait jamais été fait, c'est une fois que j'ai fait mon infarctus, et là l'étude, si on la simplifie, vous avez 2 patients qui ont le même sexe, le même âge, diabétiques tous les deux, en tout point, ils font tous les deux un infarctus le même jour, il y en a un qui consomme une drogue illicite dont le cannabis, l'autre pas, celui-là, il va plus mourir, il va faire plus d'arrêt cardiaque, etc., avec des résultats vraiment forts sur le plan statistique. Alors là, on est uniquement sur des données intra-hospitalières, sur une moyenne. C'est uniquement de l'intra-hospitalier. On vient de finir le suivi à 1 an qui est en cours d'adjudication, donc on n'a pas fini de vous embêter avec les résultats de cette étude, c'est certain. Non, c'est uniquement de l'intra-hospitalier, et c'est pour ça que c'est saisissant. C'est-à-dire que cette drogue illicite, elle s'exprime sur la composante adrénergique, sur le plan de l'accélération de la fréquence cardiaque, ça crée de la thrombose, de la coagulation du sang plus épais, de façon brutale, ça se passe tout de suite. Et donc c'est pour ça qu'il y a probablement une urgence, en termes de recommandations, à orienter sur ce dépistage pour nos patients, pas dans 1 an, pas demain, tout de suite. Très bien, ben merci beaucoup à tous. Alors on a dit tout à l'heure que la prise en charge des femmes victimes d'un problème cardiaque était suboptimale par rapport à celle des hommes et qu'elles ont d'ailleurs des pathologies cardiaques qui sont parfois un peu différentes de celles des hommes. Et donc on va prendre maintenant un exemple de cœur de femme et c'est le docteur Nicolas Combaré du CHU de Clermont-Ferrand qui va vous exposer son projet. Nicolas, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour moi de venir vous présenter ce travail qui s'intitulait DISCO. DISCO pour dissection coronaire spontanée. Alors je vais être obligé de faire un petit peu de cardiologie pour bien comprendre toute la problématique de cette pathologie qui, vous le verrez, touche effectivement principalement les femmes. Et c'est une pathologie qui peut avoir des conséquences dramatiques. On va s'y intéresser. Donc, ce projet est soutenu et je remercie encore une fois la Fondation en 2015 et il a été publié donc en 2020, j'y reviendrai à la fin de l'expo. Ce travail a été élaboré avec le professeur Motreff, qui est mon patron, c'est Jean Clermont-Ferrand, et donc on a travaillé en binôme. Peut-être moins de différence d'âge avec vous, mais en tout cas on a travaillé en binôme sur ce projet. Alors je ne peux pas vous parler de dissection coronaire spontanée sans parler de l'infarctus du myocarde, de la crise cardiaque, l'infarctus classique. L'infarctus du myocarde, c'est une occlusion d'une artère nourricière du cœur, qui est une complication de la maladie athéromateuse classique, celle du diabétique, du fumeur. On va avoir ce qu'on appelle l'athérome, qui va encrasser, je ne sais pas le terme, mais en tout cas va obstruer petit à petit les artères. Et on l'a évoqué tout à l'heure avec les chiffres de santé publique, c'est quelque chose de très grave, c'est 120 000 cas par an, 40 000 décès qui sont liés à l'infarctus et une mortalité qui, malgré tous les progrès qui ont été faits en cardiologie interventionnelle, est de 10%. La dissection coronaire spontanée, c'est quelque chose de totalement différent. C'est absolument pas la même chose qu'un athérome, qu'un infarctus classique lié à l'athérome. C'est lié, vous le voyez sur ce schéma, à une déchirure spontanée de l'artère coronaire, l'artère nourricière du cœur. Vous avez sur la gauche de l'écran une artère normale, et une dissection coronaire, c'est la paroi qui va spontanément se déchirer, avec un hématome qui va se créer à l'intérieur de la paroi.
La résultante sera la même, ça sera une occlusion de l'artère, ou en tout cas un frein à la circulation au sein de cette artère, et donc un tableau d'infarctus. Alors c'est une pathologie qui est rare, mais qui peut être potentiellement gravissime, et qui va toucher, on le verra, des femmes jeunes, en moyenne une 50aine d'années. On a clairement, depuis des années, mis en évidence une association avec d'autres maladies du système vasculaire, et je vais vous parler en particulier, parce que c'était l'un des axes du travail DISCO, avec ce qu'on appelle la dysplasie fibromusculaire. C'est une atteinte des vaisseaux plus gros, des artères rénales, des artères iliaques, des artères carotides, et on sait que cette dissection coronaire spontanée peut être, en tout cas on suspecte une association forte avec cette maladie. Alors je vous ai dit qu'elle était mal connue. Le premier cas, en fait, date des années 50 sur une autopsie d'une jeune femme. Et on avait effectivement, le médecin décrit très bien un hématome, un déchirement de cette paroi de l'artère. Ça fait seulement, on va dire, une vingtaine d'années qu'elle est bien, en tout cas qu'elle est connue du milieu de la cardiologie. Et ça fait seulement depuis 2010 qu'on commence à avoir des données un petit peu plus riches. Et le professeur Motreff, Pascal Motreff à Clermont, a été un peu à l'initiative de ce projet. On a rapidement eu un peu de visibilité sur ce sujet qui l'a beaucoup intéressé au cours des années 2010. Et puis, avec un peu d'expérience, on s'est dit il faut qu'on lance un projet là-dessus pour essayer de comprendre qui est touché, pourquoi ces personnes sont touchées et comment les traiter, avoir un peu un portrait robot de cette maladie. Et c'est de là qu'est née l'idée du registre DISCO, et donc qui a débuté, une belle aventure qui a débuté en 2015. Alors DISCO, c'est quoi? C'est le plus grand registre européen et le deuxième au monde, après le registre canadien, de dissection coronaire spontanée. C'est effectivement un registre multicentrique, vous avez tous les points sur la carte, 51 centres qui ont accepté de participer à cette étude, et on a pu colliger sur environ 2 ans 373 patients. 2 centres ont été particulièrement impliqués, donc effectivement le CHU de Clermont-Ferrand, puisqu'on était centre coordinateur, on a fait toutes les analyses cliniques, toutes les analyses de données cliniques, et puis les analyses d'imagerie. Et il y a également le parc, donc à Paris, qui lui s'est occupé de l'analyse génétique. On verra qu'il y a un versant génétique dans notre étude. Il y avait 3 buts principaux à l'étude DISCO. Donc je vous l'ai dit, la première, c'était de créer cette première cohorte nationale de dissection coronaire spontanée en Europe, en recueillant des données cliniques, des données d'imagerie et des données de traitement et de suivi. On voulait vraiment avoir des informations de base. Ensuite, on s'était intéressé, on savait qu'il y avait un lien avec certaines pathologies vasculaires, et on a voulu vraiment préciser le lien entre une patiente qui présente une dissection coronaire spontanée et cette fameuse maladie qu'on appelle la dysplasie fibromusculaire. Et enfin, c'est la première fois que ça a été fait de manière systématique. On a réalisé une analyse génétique chez toutes ces patients et patientes en particulier, pour essayer de trouver, on est au balbutiement de la génétique, mais pour essayer de trouver une cause génétique à cette maladie qui est la dissection coronaire spontanée. Alors les résultats, les voilà. Les résultats, ils confirment ce que les données de la littérature nord-américaine avaient donné, avec encore un peu plus de puissance. Eh bien, c'est dans 91% des cas une femme qui est touchée, avec un âge moyen de 51 ans, ce qui est très jeune. Et on se rend compte que ces femmes, elles n'ont pas du tout le profil de faire un infarctus du myocarde classique, puisqu'en fait, elles n'ont aucun ou un facteur de risque cardiovasculaire dans près de 55% des cas. Donc ce sont des dames qu'on voit arriver aux urgences, on en parlait tout à l'heure par rapport à la présentation clinique et à la prise en charge des patients jeunes. C'est des dames chez qui on n'évoque absolument pas un infarctus, et qu'on va effectivement mettre sous le compte de la nervosité ou du stress, et qu'on va potentiellement laisser repartir. Heureusement, il y a des prises de sang, il y a des bilans biologiques qui permettent de corriger le tir, et on arrive finalement à faire le diagnostic. Le tableau, la présentation clinique, elle est dans 96% des cas, c'est de l'infarctus, c'est la douleur thoracique, c'est l'association d'oppression, c'est un essoufflement inhabituel. Il y a quand même près de 6% de tableaux d'arrêt cardiaque à la prise en charge initiale. Quand je vous dis que c'est quelque chose de grave, c'est par ces données-là qu'on s'en rend compte. 6% d'arrêt cardiaque à la phase initiale, c'est énorme. Et donc c'est probablement, même si ça l'étude ne montre pas, une des causes de mort subite de la femme jeune. Ce qui est différent de l'infarctus du myocarde classique athéromateux, c'est qu'on retrouve des facteurs déclenchants. Et on retrouve des facteurs déclenchants psychiques dans près d'une patiente sur 2, et parfois physiques dans 12%. Et ça, c'est des données qu'on ne retrouve pas du tout dans l'infarctus du myocarde classique. Alors ça, je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est un peu plus compliqué, c'est plus lié à la communauté cardiologique, mais
On a regardé tous les examens d'imagerie, donc ce qu'on appelle la coronarographie, la visualisation des artères coronaires, et on a permis de mettre en évidence des signes très spécifiques qu'on communique par les publications scientifiques pour que cette maladie soit mieux reconnue et qu'en fait ce soit des signes très clairs que les cardiologues qui s'occupent des gens qui font des infarctus puissent reconnaître assez rapidement. On a regardé ensuite comment ces patients et ces patientes étaient traités. On sait qu'on a 3 possibilités dans le cadre de la dissection coronaire spontanée. La première, c'est un traitement médical seul, c'est-à-dire simplement un peu d'aspirine, et puis certains autres traitements comme des ralentissements de la cadence ventriculaire, et puis surtout une cicatrisation spontanée, c'est-à-dire qu'on ne va rien faire, aucun geste interventionnel, et on va laisser la nature faire les choses. Cette déchirure va se colmater, l'hématome va disparaître, et puis finalement la nature va bien faire les choses. Ça, c'est le premier type de traitement. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'angioplastie coronaire, c'est-à-dire mettre en place des stents, comme on le fait dans l'infarctus classique. Et puis la troisième technique, c'est celle de la chirurgie cardiaque, et là on parle de pontage. Alors dans Disco, ça c'est tiré de l'article et je vais aller assez rapidement, simplement on se rend compte qu'à 1 an, sur ces 373 patients, il y en a près de 300 qui ont pu être traités de manière conservatrice, c'est-à-dire sans aucune intervention, simplement par les médicaments. Surveillance initiale hospitalière bien sûr, et médicamenteux dans les suites. 77 ont été traités par angioplastie, soit à la phase initiale, soit dans les semaines qui ont suivi, et une seule patiente avait bénéficié d'une chirurgie pour une assistance circulatoire, ce qui veut bien vous montrer la gravité de cette pathologie, en tout cas la gravité potentielle. Alors je ne pouvais pas ne pas mettre une image, alors c'est un petit peu on va dire spécialisé comme imagerie, mais ça c'est une artère coronaire visualisée dans une coronarographie. Vous avez sur la gauche de l'écran, donc c'est une coronarographie d'une dame de 50 ans qui n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire et qui vient pour un tableau d'infarctus. Je vois que j'ai peut-être un petit pointeur, ça serait super, parfait. Donc ça c'est son artère, c'est l'artère principale du cœur. Un œil aguerri en cardiologie trouvera que c'est une artère qui n'est pas normale, qui est toute comprimée et qui ne devrait pas avoir cet aspect-là. On retrouve très bien ici cette espèce de petit liseré qui correspond à la déchirure de l'artère, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le schéma, lorsqu'on fait le contrôle de l'artère au 5e jour. Cette dame, on l'a traitée médicalement. Elle a eu de l'aspirine, elle a eu un traitement qui fait baisser un peu la tension. On l'a surveillée, on l'a laissée rentrer à la maison à peu près 1 semaine après son infarctus, et elle a été recontrôlée à 3 mois. On sait que spontanément, il faut 1 mois à 2 mois pour que la cicatrisation soit complète, donc on contrôle toujours ces gens à peu près au 3e mois, et donc vous avez le contrôle fait au 3e mois, vous avez une artère qui a complètement récupéré. Donc là, clairement, on a très bien fait de laisser cicatriser, de laisser faire la nature, alors que la mise en place d'un stent ou d'une chirurgie de pontage n'aurait probablement pas eu un aussi beau résultat. L'évolution intra-hospitalière, elle était bonne, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la gravité initiale est importante. Il y a probablement des femmes qui n'arrivent pas à l'hôpital parce qu'elles font la mort subite. Par contre, une fois qu'elles sont à l'hôpital et que le diagnostic est fait, l'évolution, elle est rassurante. Il n'y a pas de décès intra-hospitalier, et il y a quelques événements cliniques qui sont liés à l'extension de la déchirure, mais qui n'entraînent pas de complications en termes de mortalité. Il suivit à 1 an de ces patients. L'étude s'est arrêtée à 1 an de suivi. On aurait aimé qu'elle fasse plus, mais pour des histoires de financement, on n'a pas pu aller plus loin sur le suivi. En tout cas, on a arrêté les données à 1 an. Et à nouveau, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que sur ces 373 patients, il n'y a aucune perte de vue, il n'y a pas de mortalité. Donc une fois que le diagnostic est fait, que le traitement est mis en route, on a une très bonne évolution. Et ce qu'on voit également, c'est que 3,3% des patients qui ont présenté un premier épisode vont en refaire un à 1 an, et en général sur une artère qui est différente. Donc on voit bien qu'il y a des patients et des patientes qui seraient probablement plus à risque que d'autres. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que c'est encore une fois assez spécifique, mais on a voulu montrer, c'était la deuxième versant de Disco, l'association avec cette fameuse anomalie des vaisseaux de plus gros diamètre dans l'organisme, et effectivement on confirme de manière assez précise cette association, c'est-à-dire que quand vous êtes une femme qui a fait une dissection coronaire spontanée, vous avez près d'une chance sur 2 d'avoir effectivement cette maladie qui s'appelle la dysplasie fibromusculaire, qui touche, vous voyez, souvent les artères rénales, les artères à dessiner du cerveau, et qui vous donne ces images à ce qu'on appelle en collier de perles. C'est-à-dire qu'au lieu que l'artère soit bien lisse, on a cette espèce de petite collerette qu'on aperçoit sur l'artère rénale ici de cette patiente. Donc 45% des cas, ce qui est relativement important. Et enfin, la dernière partie, le dernier versant de la recherche dans Disco, c'était une analyse génétique systématique, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Alors pour des raisons techniques, parce qu'il y a toute
une technique pour les prélèvements et les analyses ne sont pas toujours simples. On n'a pu faire que 313 prélèvements qui ont été analysés. Ça a été fait effectivement en collaboration avec le parc qui a fait l'analyse génétique. Et on a pu mettre en évidence une association entre présenter une dissection coronaire spontanée et puis un gène qui s'appelle, peu importe le nom qu'il a, s'appelle facteur 1. C'est un gène qui est localisé dans le génome et on a pu se rendre compte qu'il y avait une association entre des anomalies génétiques dans ce gène et la survenue d'une dissection coronaire spontanée. On n'est qu'au début, hein, c'est les balbutiements de la génétique, mais c'est la première étape. Et ce qui est bien également, c'est que cette grosse base génétique, 313 patients avec une dissection coronaire spontanée, cette grosse base génétique, elle a été partagée avec les bases nord-américaines, les bases anglaises, les bases australiennes. Et il y a une énorme pool de patients. Donc là, on est sur des dissections coronaires à l'échelle mondiale, avec des bases génétiques à l'échelle mondiale, pour essayer de trouver, parce qu'on sait qu'en génétique, il faut beaucoup de patients pour arriver à faire sortir des résultats. Et donc DISCO est rentré dans cette base génétique mondiale et les études sont en cours. Donc ce papier a fait l'objet effectivement, ça c'est la première publication dans une revue cardiologie internationale européenne. Et il y a déjà 3 papiers qui en sont sortis dans les suites, et on espère en faire encore d'autres. Donc pour conclure sur cette dissection coronaire spontanée, c'est quelque chose de relativement rare. On est bien d'accord, on est sur des femmes jeunes de moins de 50 ans. Ce n'est pas la majeure partie des patients qui sont admis en unité de soins intensifs, mais il faut y penser. Si vous avez une patiente de moins de 50 ans qui arrive aux soins intensifs pour un tableau d'infarctus, 1 sur 3 aura présenté une dissection coronaire spontanée. 1 sur 3 des femmes de moins de 50 ans admises en unité de soins intensifs pour un syndrome coronaire aigu. Donc je vous l'ai dit, c'est un tableau de la femme jeune qui n'a pas de facteur de risque. C'est typiquement la patiente qu'on n'aurait pas attendue, qu'on n'aurait pas suspecté de faire un infarctus, et ça c'est important de le faire partager à la communauté cardiologique. La prise en charge, il semblerait que le traitement médical seul fasse mieux que les stents ou la chirurgie. On confirme effectivement cette association avec certaines pathologies comme la dysplasie fibromusculaire. Et nous, au début de l'ère de la génétique, on est persuadé en cardiologie que la génétique va être à l'origine de pas mal de thérapies. Et là, on est tout simplement déjà au niveau diagnostic. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau génétique. On est seulement en train de mettre en évidence quels gènes sont en relation avec cette maladie de la femme jeune. Donc merci beaucoup à la Fondation Cardiac Recherche, à la Société Française de Cardio d'avoir soutenu ce projet. On travaille encore beaucoup là-dessus, on essaie de communiquer beaucoup là-dessus. On est en train de faire des études issues de ce premier travail pour essayer d'aller affiner un petit peu les différents aspects de l'article. Je vous remercie. Alors il semblerait effectivement que l'hygiène de vie, alors c'est valable pour la maladie athéromateuse comme la dissection coronaire spontanée, il semblerait que ce soit quand même des femmes qui aient vraiment un état de stress important. On a souvent, je vous l'ai dit, 45% des cas, il y a un facteur déclenchant qui est retrouvé et un facteur déclenchant psychique. Donc c'est des profils de patientes qui ont un profil assez anxieux. Voilà. Et là c'est pareil, on aimerait chercher là-dessus. Voir si effectivement il y a une prédisposition en termes de profil, de personnalité. Alain ? Oui, bravo pour ce travail. Si en termes de facteurs de risque, il n'y a aucune relation avec le cigarette, cholestérol et facteurs de risque conventionnels. Absolument pas. C'est vraiment des personnes des femmes en particulier, qui n'ont aucun facteur de risque. Aucun. Alors là, je vous ai dit, on est à 55% de patientes qui ont 0 ou 1 facteur de risque. Donc souvent, il y a un peu de surpoids, il peut y avoir un peu d'hérédité qui sont contenues, mais il n'y a absolument aucune relation avec le tabac ou les autres facteurs de risque hétéromateux. Tu as mentionné facteur physique, c'était quoi, un effort inhabituel? Oui, un effort. Alors on a eu, je vous donne des exemples, il y a eu des efforts physiques à glotte fermée, par exemple, sur des efforts de musculation en salle, des choses comme ça. C'est là que ça a été retrouvé. Souvent, activité physique assez brutale, importante. Vous avez dit que dans 45% des cas, il y a un stress psychologique. Vous pensez qu'une brutale augmentation de la pression artérielle joue un rôle favorisant sur la survenue de la dissection? Alors potentiellement, c'est une des hypothèses en tout cas, que ce soit via une poussée hypertensive, parce qu'on aurait envie de croire que mécaniquement, il puisse y avoir une déchirure de la paroi artérielle qui soit liée, comme on le voit sur des facteurs physiques, de stress physique, que ce soit un effet indirect d'un stress, donc une hypertension, une poussée hypertensive et pourquoi pas la déchirure de l'artère. C'est une des hypothèses. Monsieur le Président, la dernière question.
Tu nous as parlé de récidive. Oui. Est-ce qu'il y a un profil particulier de patients qui ont récidivé? Vous n'avez pas beaucoup. Voilà. On ne pourra pas, avec le peu de puissance qu'on a, en fait, hein, avec que 3% de récidive, on ne pourra pas arriver à tirer un profil. Comme ça, j'ai envie de répondre non. On n'a pas l'impression que ce soit des patients qui soient plus graves. Ça, en tout cas, on a regardé, ce n'est pas forcément des patients qui ont présenté une forme grave initiale qui vont récidiver. Mais comme tu nous as dit que tu avais mis en coma avec les Américains, les Canadiens, etc., je pense que par ce biais, peut-être que tu auras des particularités à ces personnes qui récidivent. On l'espère. Sur la communauté nord-américaine, le taux de récidive est un peu plus élevé. Ils sont à 6-7% à 1 an, ce que nous, on n'a pas du tout. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas de portrait robot de la patiente récidiviste. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Alors la dernière partie, comme je vous le disais tout à l'heure, il nous a paru important que de laisser la parole aux patients, aux familles de patients, puisque nous avons besoin de leur aide pour financer des projets dont certains vous ont été montrés. Et je crois que c'est important qu'on écoute pourquoi certaines et certains d'entre vous ont décidé de s'engager à nos côtés. Et donc je vais inviter Madame Agnès Laforie, qui fait partie du conseil d'administration, à modérer cette partie. Agnès, c'est à vous. Je suis effectivement administratrice de la Fondation Cœur et Recherche, parce que je suis porteuse d'une valve aortique mécanique depuis 2008. Et d'ailleurs, j'aime à dire que je suis devenue une Swatchwoman. Clic-clac. Je ne l'entends pas toujours, mais je l'entends quand même. Ça ne me dérange pas. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est pour souligner les difficultés que les patients comme moi peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Et c'est pour eux, pour moi, qu'il faut continuer à développer la recherche et trouver des financements. C'est la raison pour laquelle donc, je soutiens à 300% la Fondation Cœur et Recherche. Je suis suivie depuis ma naissance pour un souffle au cœur avec rétrécissement. Tous les 2 ans depuis ma naissance, je passe un électrocardiogramme, une échographie, donc j'ai pu voir quand même depuis 1963 toute l'évolution et ça a sacrément évolué. En 2008, une amie me téléphone, elle me demande si je cours, je lui réponds que non. Je marche tout simplement dans une rue de Paris. À ce moment-là, je prends conscience de mon essoufflement. 4 mois plus tard, je subissais une opération à cœur ouvert à l'hôpital Foch, puis une convalescence à l'hôpital Léon Bérard de Hyères, que je recommande particulièrement. Néanmoins, je ne pensais pas qu'une simple valve, si petite soit-elle, puisse transformer des actes médicaux en parcours du combattant. Un détartrage, un retraitement de racines, une opération, une chimio liée à un cancer, tout se complique. On ne peut pas prendre tous les médicaments qu'on souhaiterait, ceux-ci devant être à chaque fois compatibles avec ce que je prends d'ailleurs le Préviscan. Certains médecins même rechignent à procéder à tel ou tel acte en raison de l'anticoagulant. Quand je dis que j'ai tout à coup une valve, parfois ça se crispe. Bref, on finit par s'adapter à cette nouvelle vie. Et aujourd'hui, je rêve d'un traitement moins contraignant, plus international, parce que j'ai eu un souci en Italie, et qui faciliterait mon mode de vie. Le cœur, c'est vraiment, on l'a dit, le centre de tout. Il donne le rythme de la vie, il faut en prendre soin, il faut savoir l'écouter. Et d'ailleurs, je le répète, il est essentiel de soutenir la Fondation, de trouver des financements pour développer les banques de données. Je parle là même de FastMile. Il faut qu'on trouve 4 millions, il faut que cette banque de données reprenne vie, c'est très important. Donc, à quand un plan cœur? Je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, je vais passer la parole à Christian Streff, ancien président de PSA et victime d'un AVC. Christian Streff n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui et s'en excuse, mais il va s'exprimer dans un instant dans une vidéo. Merci. Bon, je suis d'abord lorrain, j'ai 68 ans, une mère d'ailleurs qui a eu de longs problèmes cardiaques.
Et après ça, j'ai fait l'école des mines, et puis j'ai été patron numéro 2 de Saint-Gobain, patron d'Airbus, et puis patron de PSA Peugeot Citroën, avant d'avoir un pépin assez grave, un AVC, qui m'a arrêté en plein boulot. Voilà, après, d'abord, je m'en souviens plus très bien. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à ressortir du trou, d'abord, j'y ai pas cru. J'ai essayé tout de suite de recommencer à prendre mon métier. J'ai triché avec mon médecin, j'ai triché avec tout le monde. Et bon, ça m'a rattrapé, ce qui fait que j'ai quand même arrêté définitivement mon job de patron de PSA. Et j'ai entamé 3 bonnes années de travail assez long, pénible, avec 2 orthophonistes, auxquels je dois beaucoup d'ailleurs. Mais je dois encore beaucoup plus à ma femme, parce que c'est elle qui, dès le début, a commencé à me refaire parler, à me faire découvrir tout ce que j'avais oublié. Lorsque j'ai commencé à sortir du trou, j'ai considéré que j'avais un travail à faire, quoi, comme toujours. Donc il fallait travailler, et puis je l'ai fait, ce qui m'a beaucoup aidé. C'est ce que je dis d'ailleurs à tous les gens qui ont été atteints d'un AVC. Ne laissez jamais tomber, vous allez y arriver, même si vous avez l'impression 10 fois, 11 fois, 12 fois de ne pas y arriver. Ça peut être la 13e, ça peut être la 20e fois qu'en répétant quelque chose, vous arriverez à passer le cap. Donc ne vous considérez pas comme des patients, considérez-vous comme des gens qui sont entièrement responsables de leur santé, même si bien sûr vous faites aider. D'abord et avant tout, je voudrais une fois de plus remercier l'équipe de médecins qui s'est occupée de moi, qui sont des gens fantastiques. Je n'ai trouvé dans ce monde que j'ai côtoyé rapidement, le plus rapidement possible, honnêtement, des gens fantastiques qui étaient entièrement disponibles, et extrêmement compétents. Elle est toujours la meilleure. Il faut faire attention à ce qu'on ne recule pas. Ça demande beaucoup de recherche pour continuer à faire de cette belle médecine qu'on a en France quelque chose de fantastique pour l'avenir. La recherche, c'est fondamental pour ça. Je pense qu'on a commencé en France à prendre le virage d'une recherche 100% étatique, qui a fait des merveilles, vers un mélange habile qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. Le fait comme aux États-Unis, de chercher de l'argent dans les entreprises, chez les privés. On a l'habitude que l'État s'occupe de tout, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus comme ça. C'est impossible de compter uniquement sur l'État pour la recherche. Donc il faut donner l'occasion à des équipes de chercheurs et des équipes de développeurs, des équipes qui vont créer des entreprises grâce à ça également, de se reposer sur l'argent qui est apporté par les gens qui ont la chance d'avoir fait fortune, et les autres aussi, bien sûr. Alors je vais demander maintenant à Alain Parisco, qui a perdu son petit-fils de dimanche suivi du sportif, de venir témoigner. Bonjour à tous. Oui, je vais témoigner pour ce qui nous est arrivé, le drame que nous avons vécu. C'est la mort de mon petit Peyo. Peyo était parti avec son frère et sa sœur pour faire un footing pendant cette période de Covid, où les entraînements, si vous voulez, en groupe étaient supprimés. Donc, étant donné qu'il jouait au rugby avec son frère, sa sœur était handballeuse, et pour se maintenir en condition physique, eh bien, ils sont partis sur un chemin creux qu'il y avait à côté de leur domicile pour aller faire un footing tout à fait tranquillement. Peyo était un peu plus en avance sur le frère et la sœur, parce que la sœur était un peu plus jeune. Et donc, c'est un chemin qui est de 2 km, qui est derrière leur maison, et qui est bordé d'un côté d'herbes très hautes, et de l'autre côté, il y avait un fossé. Quand Peyo est arrivé au bout du chemin, il s'est retourné, il a croisé le frère et la sœur, il leur a tapé dans la main, et il a continué le chemin vers la maison,
Et le frère et la sœur ont fait de même. Quand ils sont arrivés au bout du chemin, ils se sont retournés et Peyo avait disparu de leur vue. Ils sont rentrés à la maison, croyant que Peyo était rentré. Et quand ils sont arrivés, Peyo n'était pas là. Donc les recherches ont commencé. Et Peyo a été retrouvé 2 heures après, au milieu des herbes. L'image que vous avez vue tout à l'heure. Et il avait cessé de vivre. Voilà. Donc c'est un drame terrible quand vous avez une affaire comme ça. C'est un deuil, si vous voulez, un deuil qui est destructeur. Il y a des deuils qui sont constructeurs, parce que quand on perd un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, c'est les choses de la vie, c'est normal, et on s'y prépare, et puis on arrive en première ligne. Mais quand on enterre un enfant, un petit enfant, c'est quelque chose d'insoutenable et d'inacceptable. Et c'est pour cette raison que moi je me suis lancé dans ce que j'appelle un petit peu la croisade contre la mort subite. Parce que je me suis rendu compte, j'ai un passé de sportif, je crois que ma première licence, je l'ai prise, j'avais 12 ans, j'ai joué au basket, j'ai joué au rugby, j'ai été éducateur, j'ai été entraîneur, j'ai été dirigeant accompagnateur, j'ai été président de club de rugby et j'ai été aussi président du comité départemental de rugby du 64. C'est une grande partie de ma vie. Et donc, je me suis retourné un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et je me suis rendu compte que j'étais passé quand même à côté de beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que, par exemple, les règles d'or qui sont édictées par l'association des cardiologues, eh bien, vous voyez, dans toute ma carrière sportive, je n'en ai jamais eu connaissance. Et je me suis dit, là, quand même, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a beaucoup de manques. Et je crois vraiment que c'est pas possible qu'on travaille comme ça, j'ai l'impression, dans des secteurs qui sont tout à fait cloisonnés, si vous voulez. Je pense que le sport, on se réfugie derrière le sport et on dit le sport c'est la santé, le sport c'est le bien-être, le sport c'est la lutte contre la sédentarité, le sport c'est la lutte contre l'obésité. Mais on ne dit pas comment il faut faire du sport. Et ça, le message, il faut le faire passer, il faut faire du sport, mais le sport, il faut le faire en sécurité. Parce que le sport, ça peut être quand même un élément déclencheur de quelques pathologies qui sont fatales. Et quand on fait passer ces messages, je trouve que ça doit commencer à l'éducation dès le plus jeune âge. Et quand on est en classe, parce que j'ai été aussi enseignant et chef d'établissement, quand on est en classe, on apprend des choses et il y a des cours qui sont donnés et ce sont des cours d'éducation physique et sportive. Et ces cours d'éducation physique et sportive, ils ne doivent pas apprendre seulement la technique pour tel ou tel sport, les faire découvrir ainsi de suite, mais il faut peut-être aussi apprendre comment on peut faire du sport. Une multiplication, une division, une addition, ça s'apprend, il y a des mécanismes et là aussi, il y a peut-être quelque chose aussi à voir. Alors, il y a toute une panoplie, si vous voulez, je vois bien dans la prévention de cette mort subite, il y a toute une panoplie de tests quand même qui sont, que l'on peut mettre en place. Parce que, par exemple, les électrocardiogrammes de repos, il est quand même avéré que ça permet quand même, avec une auscultation qui convient, ça permet de détecter quelques anomalies. Et je vais vous dire, depuis Peyo, depuis sa disparition, eh bien, dans le petit département du 64, il y a un élève de 15 ans qui est décédé subitement en cours d'éducation physique. Un peu plus loin, après d'Agen, il y a un jeune aussi, en sortant de l'entraînement, qui est décédé en rentrant au vestiaire. Ensuite, dans l'année dernière, dans cette année, plutôt au mois de mai, il y a un jeune qui, pendant un match de rugby, en jouant en quart de finale d'une compétition, est tombé raide sur le terrain et il a eu la vie sauve parce que dans les tribunes, il y avait un pompier bénévole et donc et un adjoint au maire qui savait où il y avait le défibrillateur.
Bon, le pompier bénévole est intervenu et donc il a été ramené à la vie. Mais là aussi, bon, c'est quelque chose de... Et il est, pour Peyo aussi, dans le même club que Peyo, à peu près jour pour jour, il y a un jeune de 20 ans qui est décédé d'une crise cardiaque chez lui. Il est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il jouait au rugby le dimanche d'avant. Et donc, il est rentré et bon, il est mort. Et l'autopsie a été faite et il a été prouvé que de toute façon, un électrocardiogramme aurait certainement découvert l'anomalie cardiaque qu'il avait. Pour Peyo, Peyo était un garçon, un bel athlète de plus de 1,90 m, qui avait 17 ans. Il ne fumait pas, il ne se droguait pas. Il était en classe terminale, donc bon, à moins de 100 jours du bac, on ne sort pas trop. Hein, et puis en plus, dans une famille quand même qui était très attentive. Et c'est vrai que, bon, on n'avait pas beaucoup de loisirs, enfin, il était très surveillé et on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on mette en place. Quand vous avez, par exemple, maintenant on a supprimé le certificat d'absence de contre-indication. On a supprimé pour prendre une licence dans un club. Pour les jeunes, ils n'ont plus besoin de passer cette visite médicale. Mais c'est quand même, on fait référence là, on s'est appuyé sur le carnet de santé des enfants. Mais le carnet de santé des enfants, si vous le regardez, il n'y a aucune visite qui mentionne un examen cardiovasculaire. Alors que tout le monde dit que de toute façon, entre 12 et 18 ans, c'est quand même un âge critique et que, bon, peut-être qu'il faudrait, et les cardiologues européens disent qu'il faudrait faire au moins dans cette période-là, il faudrait faire 3 électrocardiogrammes pour ceux au moins qui font du sport. Nous autres, on passe à côté de tout ça. Là, je trouve aussi qu'il y a quelque chose sur lequel il faudrait essayer de se battre un petit peu. Ensuite, autre chose, c'est que lorsque le malheur arrive, bien lorsque le malheur arrive, il faut être capable de réagir et de faire quelque chose. Et là, de toute façon, maintenant, tous les éducateurs et ainsi de suite, sportifs, ont obligation de faire de passer le premier secours, hein, bon, avec les gestes qui sauvent. Et là, il y a un message aussi à faire passer. Parce que je ne sais pas s'ils se rendent compte que le premier secours, c'est pour les autres qu'ils le passent. J'ai l'impression qu'ils le font en pensant à eux. Parce que pour passer le brevet fédéral d'entraîneur, il faut avoir le premier secours. Et je pense que ce sont des choses à préciser ça et à dire, de toute façon, vous devez passer le premier secours, mais c'est parce que vous avez en charge des jeunes, donc vous vous occupez du sport, et que vous serez susceptible donc d'intervenir en cas de problème. Ça, je crois que c'est un message important à faire passer au niveau des clubs. Un autre message aussi, c'est que on a une loi qui règle maintenant l'implantation des défibrillateurs. Mais qui connaît la loi et comment est-elle respectée? Depuis le mois de janvier 2022, tous les établissements publics qui reçoivent des gens, que ce soit des sportifs ou non, doivent être classés en catégorie 5, doivent être équipés d'un défibrillateur. Je fais l'expérience dans mon village chez moi. Il y a un complexe qui est formé par un mur à gauche, il y a une salle polyculturelle à côté et un groupe scolaire, et il n'y a pas de défibrillateur. Le défibrillateur, il est implanté à la mairie, en extérieur, et c'est une bonne chose, parce qu'il y en a beaucoup qui sont cachés à l'intérieur des bâtiments. Et de toute façon, on mettra plus de 5 minutes pour venir chercher le défibrillateur si jamais il y a un malaise à la salle polyculturelle ou au mur à gauche.
on mettra plus de 5 minutes pour venir le prendre et venir le chercher, et qu'on puisse l'utiliser. Et ça, c'est un problème, parce que de toute façon, dans les 5 minutes, il faut avoir fait quelque chose, sinon c'est trop tard. Vous l'avez très bien dit, docteur, tout à l'heure. Voilà, et donc, ça, je crois aussi que c'est un message à faire passer, mais là, non pas seulement aux éducateurs, mais à tout le monde, parce que c'est un problème, c'est tous les citoyens qui doivent exiger qu'il y ait des équipements et que les équipements soient en place et fonctionnent. Alors, dans mon action aussi, si vous voulez, on a, je vais vous parler des enfants qui sont scolarisés en section sportive. Les enfants qui sont scolarisés en section sportive, j'ai très vite fait. Les enfants qui sont scolarisés en section sportive, ils rentrent et on leur dit, on met dessus apte a priori. Apte a priori, parce que soit sur le carnet de santé, ils doivent être aptes a priori. Qui c'est qui contrôle cet a priori? J'en sais rien. Alors avec le conseil départemental et le comité départemental de rugby, nous avons proposé donc de faire passer un électrocardiogramme à tous les enfants qui rentrent en section sportive de rugby pour la rentrée. Le conseil départemental est d'accord, l'inspecteur d'académie est d'accord, le comité départemental de rugby est d'accord et essaie de mettre en place tout ça, mais on se heurte à des portes qui sont vraiment très fermées et j'espère que quand même on pourra y arriver. Une dernière petite chose, pour soutenir quand même la Fondation Cœur et Recherche, nous avons organisé au mois d'avril dernier, le lundi de Pâques, puisque le 5 avril c'était le lundi de Pâques, un tournoi de rugby à 5 au bénéfice de la Fondation Cœur et Recherche et avec l'aide bien sûr du conseil départemental et avec l'aide du comité départemental de rugby et du club du Staritz. Et nous avons ramassé la petite somme de 9 000 €. C'était une bonne opération, j'espère qu'elle se renouvellera cette année. Je vous remercie. Maintenant, je vais faire appel à Tom Emrich, que je n'ai pas pu voir à l'exposition ce week-end, enfin le week-end dernier, et je regrette bien, mais bravo pour votre initiative. Voilà, à la Fondation Cœur et Recherche, on adore ça. Alors, racontez-nous votre témoignage. Alors, merci à tous, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être ici, c'est important pour moi. Et donc, pour mon témoignage, on a besoin de revenir en octobre 1997. En octobre 1997, c'est pas ma date de naissance, non. Moi, je suis né en février 1998, 4 mois plus tard. En octobre 1997, c'est le décès de mon père. Il décède à la suite d'un arrêt cardiaque. Il avait 41 ans, c'était un sportif, footballeur du dimanche. Il était jeune, en bonne santé et non fumeur. Il n'avait pas d'antécédent particulier, mais il décède plus ou moins le jour au lendemain d'une suite cardiaque, alors que ma mère est enceinte de moi. Moi, je grandis, je fais ma petite enfance, j'apprends à connaître mon père grâce à des histoires de ma mère, de mon frère, de ma sœur. J'apprends surtout à le reconnaître, à mettre une image sur son visage, mettre une image sur l'image paternelle grâce à des photos argentiques avec un grain si particulier. Donc je m'approprie mon père grâce à ce biais artistique qui est la photographie argentique. Je continue mes études, je ne deviens pas photographe, je viens de terminer mes études de commerce, mais je nourris depuis plusieurs années maintenant une vraie passion pour la photographie argentique. J'en pratique plus ou moins tout le temps, en voyage, j'aime capturer des moments et exprimer ma sensibilité grâce à ce vecteur qu'est la photo. Cette année, ça fait 25 ans que mon père est décédé, que je n'ai jamais connu, et j'avais la volonté de marquer le coup, créer un événement, de m'interroger sur moi-même, mais aussi d'être capable de lier son histoire et la mienne pour une cause qui m'est chère. Et donc, je me suis tourné vers la recherche cardiovasculaire. J'ai cherché autour de ce qui se faisait en France, et je suis tombé très vite sur la Fondation Cœur et Recherche, qui m'a paru comme une évidence, de par sa proximité avec la recherche fondamentale, mais aussi avec la transparence de son utilisation des fonds. J'ai décidé de lancer le projet Le Quart. Le quart d'abord pour le quart de siècle, mais le quart aussi pour cette notion de rapidité, le quart de seconde, le quart de tour, face à quelqu'un qui a atteint un problème cardiaque. L'idée naît du Quart Expo.
Le Car Expo, ça a été 3 jours d'exposition, un peu plus en ligne, où 4 photographes ont pu s'exprimer et faire partager leurs photos à des gens, à des Parisiens, à des gens de tous côtés. Et donc, on a vendu pendant 3 jours des photos pour, à 100%, des bénéfices de l'événement, financer cette fondation, qui est la Fondation Cœur et Recherche, et les projets qu'elle soutient. Mais je me suis tourné vers le projet FastMI, qui semblait pour moi être un projet intéressant. Comme j'ai eu un rapport à la data, je trouvais que ça faisait écho à mon histoire de financer ce projet-là. Et donc voilà, ce projet, ça a été un grand succès. Je vais vous lire le texte d'exposition qui était affiché à l'entrée pour ceux qui n'ont pas pu venir. Les photos restent, traversent le temps, nous rapprochent des absents. C'est grâce à la photographie argentique que j'ai appris à connaître mon père, décédé avant ma naissance d'un problème cardiaque. D'où l'idée, 25 ans après, de lancer cette exposition de photos au profit de la recherche cardiovasculaire. Ces photos, fruits d'un travail de 4 jeunes photographes, sont un hommage à la vie autant qu'à la mémoire. Le choix d'exposer dans ce lieu en devenir participe quant à lui à la volonté d'aller de l'avant, de se tourner vers l'avenir. Les photos ne bougent pas, mais la recherche doit avancer. Donc voilà, cet événement a été un grand succès pour moi, d'abord parce que j'ai appris à... j'ai rencontré des gens très intéressants et je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui, de pouvoir me mêler à cette cause qui est importante pour moi. Ensuite, ça a été un très bel apport financier. Finalement, on va être capable de faire un don que j'aurais jamais été capable de réaliser tout seul. Donc, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé en achetant des photos pendant ces 3 jours. Et le dernier point qui a été important pour moi, qui est assez inestimable et inquantifiable, c'est vraiment qu'on a pu montrer à des gens que cette cause, elle existe. C'est une cause qui est souvent sous-estimée. Quand je me suis lancé dans ce projet, j'ai vraiment vu le regard des gens. La recherche cardiaque, c'est quoi? Enfin, les gens ne sont pas convaincus. Il n'y a pas une évidence comme le sida ou le cancer. Et j'ai vraiment vu, avec les flyers que vous avez mis à disposition, mais aussi le discours qu'on a fait, on a appris à les gens et on a sensibilisé les gens sur ce projet, sur la recherche cardiaque de manière générale. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Merci beaucoup et voilà. Bien, merci à tous les 4 pour vos témoignages et vos initiatives qui sont généreuses et dont nous avons beaucoup besoin. Donc l'heure est venue de conclure cette matinée qui était d'ailleurs, je dois le dire, une suggestion du professeur Leclerc et j'espère que son objectif qui était de vous montrer concrètement qu'est-ce que la Fondation Cœur et Recherche, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on peut faire grâce aux fonds qu'elle récolte, a été atteint et que vous avez pu voir au travers de 3 exemples des projets scientifiques aboutis qui auront, je pense, un impact important sur notre vie de tous les jours. Alors, c'est l'heure des remerciements. Je voudrais remercier tous les intervenants, car je pense qu'on a eu un dialogue riche et clair. Je voudrais remercier encore une fois la Fondation Adicar qui nous a prêté ce bel amphithéâtre. Je voudrais remercier en particulier Elisabeth Ribou et Agnès Laforie qui ont beaucoup contribué à la réalisation de cet événement. Et puis vous dire que toutes les initiatives, qu'elles soient modestes ou de grande ampleur, sont les bienvenues puisque c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Merci.